Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le vendredi 6 juin 2025, donc c'est le début du mois de juin. Aujourd'hui, on fête un anniversaire. Un anniversaire de quoi ? Eh bien, le 6 juin 1944, c'était The D-Day, ou le jour J. C'était le jour du débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie en France. La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. En 1944, le 6 juin 1944, eh bien, il y a une opération qui a commencé afin de libérer l'Europe de l'occupation nazie. Le régime allemand, à l'époque, c'était le nazisme, dirigé par Hitler, ça vous le savez. Et Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, a envahi plusieurs pays d'Europe, dont la France. Il y avait la France occupée, toute la partie nord et l'ouest, et la France, entre guillemets, libre, avec le sud. Et donc, les États-Unis ont participé à la Seconde Guerre mondiale à partir du moment où il y a eu l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Les Américains sont rentrés en jeu, et donc, le 6 juin 1944, il y a eu, comme je vous disais, une opération alliée entre l'Angleterre, les États-Unis, un bataillon de la France, pour pouvoir commencer à contrer les nazis, commencer à libérer l'Europe de l'occupation nazie. Pour cette opération qui s'appelait Overlord, eh bien, la préparation et le stockage des armes, du matériel, de beaucoup de choses, s'est fait dans le sud de l'Angleterre. En fait, déjà 6 semaines avant, l'opération avait un peu commencé. Les Alliés, donc les forces alliées, pas les forces nazies et fascistes, mais les forces alliées, bombardaient le nord-ouest de la France, en fait, pour détourner l'attention des Allemands. Donc les villes de Caen, Saint-Lô, il y a beaucoup de villes normandes. Oh pardon, la voix qui déraille. Il y a beaucoup de villes normandes qui ont été détruites, non pas par les Allemands, mais par les Alliés, pour détourner l'attention des Allemands. Eux, les Allemands, ils avaient bien compris que la côte ouest de la France était un point faible. Donc, pendant 2 ans, ils ont créé des défenses. Ils ont créé des bunkers. Un bunker, c'est un édifice en béton où il y a une espèce d'ouverture large pour faire passer les mitraillettes afin de pouvoir défendre les plages. Ils utilisaient aussi des mortiers, tout un tas d'armes différentes. Et donc, le jour J, The D-Day, vous avez le débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie, qui s'est soldé, comme tout le monde le sait, par un vrai bain de sang, beaucoup de morts, mais au final, les Alliés ont réussi à percer la défense allemande avec l'aide de 156 000 hommes qui ont été débarqués. 156 000. C'est 1, 5, 6 et 0, 0, 0. Et plus de 20 000 véhicules. Donc les voitures, des jeeps, des motos qui ont été débarqués sur les plages pour pouvoir réinvestir la France, pour pouvoir reprendre la France aux Allemands. Ça, c'était l'opération du 6 juin 1944, jour de l'opération Overlord. Vous avez beaucoup de films qui ont été faits
sur ce sujet, un film qui est assez ancien, qui s'appelle Le jour le plus long, qui est un bon film, mais j'ai peur que ça ait un peu mal vieilli. Je l'ai vu une fois il y a longtemps, j'avoue que je m'en souviens plus trop, mais peut-être que ça peut être un bon conseil si vous voulez apprendre le français. Et surtout, plus récemment, ça doit dater de 15 ans je pense, ou 20 ans. Bon, plus récemment c'est un peu... c'est pas très récent, 20 ans, mais c'est pas grave. Il faut sauver le soldat Ryan, un film avec Tom Hanks. Très bon film. Donc je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas l'histoire du jour J, l'opération Overlord, eh bien vous pouvez regarder Il faut sauver le soldat Ryan. Alors évidemment, dans ce film, il y a une autre histoire qui est de sauver le dernier frère d'une fratrie alors que tous les autres frères sont morts. Mais au moins vous verrez comment se passait la guerre à l'époque. Ça, c'était notre petite introduction du jour. Et donc maintenant, on va continuer avec l'astuce de français du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler du mode conditionnel et du mode subjonctif. Déjà, je vais vous rappeler les modes qu'on a déjà fait. Le mode gérondif, on l'a vu hier. Le mode participe, on en a parlé il y a un moment dans les podcasts vers le numéro 112, 115, 117, quelque chose comme ça. Le mode indicatif, on en a parlé longtemps, juste avant le mode gérondif. Donc on a fait un temps par jour, ça a duré à peu près une semaine. Le mode infinitif, c'est facile, vous le connaissez, c'est la forme de base du verbe. Donc il reste deux modes à voir. Le mode conditionnel et le mode subjonctif. Alors franchement, on ne va pas les étudier en détail parce que dans le mode subjonctif, par exemple, il y a beaucoup de temps qu'on utilise peu en français. Franchement, c'est assez compliqué et c'est pas indispensable si vous voulez vous faire comprendre, si vous voulez parler français. Déjà, maîtrisez bien le mode indicatif, et après, vous serez tranquille. Le subjonctif, vous pourrez l'étudier si vous voulez approfondir votre français. Et déjà, les modes qu'on a vus, c'est pas mal. Je vais juste vous dire à quoi ça sert. Alors, le mode subjonctif, on l'utilise dans des phrases avec le mot que, donc Q-U-E, et c'est pour exprimer une possibilité de quelque chose. C'est pour exprimer une hypothèse. Ou alors, avec le subjonctif, on peut exprimer des sentiments, ou des pensées, ou même des doutes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le subjonctif, quand on utilise le subjonctif, il y a toujours le mot que avant et il y a un autre verbe dans la phrase. Je vais vous donner juste un exemple et après je vous parlerai du mode conditionnel. Alors, l'exemple pour le mode subjonctif, on peut dire « J'aurais préféré que tu me fasses confiance ». J'aurais préféré que tu me fasses confiance. Ici, c'est une hypothèse, c'est un sentiment. On aurait aimé que la personne nous fasse confiance, nous donne sa confiance. Eh bien, ici, le mot fasse, F-A-2-S-E, c'est le verbe faire, qui est conjugué au présent du subjonctif. Vous voyez, c'est une formule qui est assez courante en fait, comme phrase. J'aurais aimé que tu me fasses confiance, j'aurais préféré que tu me fasses confiance. C'est assez courant à dire, mais c'est dur à accorder. C'est dur de chercher l'accord du subjonctif. Donc, pour l'instant, focalisez-vous sur l'indicatif
il y a déjà beaucoup de temps à apprendre avec l'indicatif, donc subjonctif dans un deuxième temps. Et ensuite, le conditionnel. Le conditionnel, comme son nom l'indique, il va servir à une condition, à exprimer une éventualité ou un souhait, quelque chose qu'on voudrait. Ici, la réalisation de l'action, le fait qu'on puisse faire l'action, nécessite une condition. Il y a un conditionnel présent et un conditionnel passé. On va reprendre notre exemple de confiance qu'on avait pour le subjonctif. Je vais vous dire, si tu me faisais confiance, tout irait mieux. Ici, il y a le mot si en début de phrase. Et bien souvent, le si va exprimer une condition. La condition, c'est que j'ai ta confiance. Si tu me faisais confiance, tout irait mieux. Eh bien, irait, ici, c'est le verbe aller, qui est conjugué au conditionnel présent. Et avec ça, on a balayé l'ensemble des modes en français. Il y en a 7, donc 7 modes différents. Je vous les rappelle avant de passer à l'expression du jour. Le mode indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif, le participe et le gérondif. Je sais, c'est compliqué, il y a beaucoup de temps, beaucoup de modes différents. Quand je pense qu'en japonais, il y a un présent et un passé, et c'est tout, franchement, on se complique la vie en France. Mais c'est aussi grâce à ces différents temps, grâce à ces différents modes, qu'on peut exprimer beaucoup de choses. On a une langue française qui est très riche, tant par les conjugaisons que par le vocabulaire. Il y a beaucoup de mots en français qui veulent dire quasiment la même chose, mais même s'ils veulent dire quasiment la même chose, on va retrouver quand même quelques nuances, quelques différences. Et donc un mot utilisé à la place d'un autre, ça va avoir du sens. Et c'est ça qui est magnifique avec le français. Maintenant, on va faire notre dernière partie qui est l'étude de l'expression du jour. Aujourd'hui, l'expression c'est avoir un œil de lynx. Je vous répète, avoir un œil de lynx. Avoir, c'est un mot qui est un verbe ou un auxiliaire. On va continuer un peu dans la conjugaison. On va revenir à des choses plus tranquilles. Donc, on va conjuguer avoir au mode indicatif, au présent, au passé composé et à l'imparfait. Donc, le temps présent et 2 temps du passé. Avoir au temps présent de l'indicatif, ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Avoir au passé composé, ça donne j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu et ils ont eu. Et avoir à l'imparfait, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Et donc on revient à l'expression avoir un œil de lynx. Un œil, je pense que maintenant vous savez ce que c'est ce qui permet de voir. Les humains et les mammifères en général ont 2 yeux. Un œil droit, un œil gauche. Parfois, on peut perdre un œil pour une raison ou pour une autre, et à ce moment-là, on ne voit que d'un œil. Comme souvent les pirates. L'exemple de merde. Les pirates, je pense au capitaine Crochet dans Peter Pan, il a
un bandeau sur la tête noir avec un cache-œil parce qu'il a perdu un œil. Et les deux derniers mots de l'expression, c'est deux et lynx. Ici, le deux, c'est l'appartenance. C'est l'œil appartenant au lynx. C'est l'œil du lynx. Et le lynx, c'est quoi? Le lynx, c'est un animal qui ressemble à un très très gros chat. C'est un animal sauvage qui est donc un félin, comme le tigre, le lion, comme le guépard, comme le chat. Et ce félin, cet animal, il a les oreilles en pointe. Et il a en fait des touffes de poils en haut des oreilles. Si vous tapez lynx sur internet, vous allez tomber sur cet animal. Ça s'écrit L-Y-N-X. Donc cet animal, qui est un chasseur, qui est un animal sauvage, il vit dans les forêts, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Alors franchement, en France, j'en ai jamais vu, et je sais même pas s'il y en a en France des lynx. Je pense que c'est plutôt en Europe centrale ou Europe de l'Est, mais en tout cas, je crois qu'il n'y en a pas en France. Dites-moi si vous savez, mais bon, à mon avis, non. Alors ça veut dire quoi? Avoir un œil de lynx. Quand est-ce qu'on dit ça? Eh bien, on dit ça à quelqu'un quand il a une excellente vue. Ou alors, quand on voit clair dans le comportement des gens. Quand on comprend les manières, quand on comprend le comportement, quand on comprend la façon de penser de quelqu'un, on peut dire qu'on a un œil de lynx. Donc il y a en fait deux sens. Une très bonne vue, comme moi maintenant, puisque je me suis fait opérer de la myopie. Si vous écoutez mon podcast tous les jours, eh bien je vous ai déjà parlé de cette opération. Donc je me suis fait opérer des yeux et maintenant je vois très bien. Je vois très loin et net. J'ai un œil de lynx. Et donc on peut aussi utiliser cette expression pour dire que quelqu'un voit à travers le comportement des gens. Peut comprendre la personnalité en voyant comment les gens se comportent. Je vous donne deux exemples rapidement. Le premier, c'est vous êtes en voiture avec un ami et vous partez en voyage. Et c'est vous qui conduisez. Et vous arrivez à voir les panneaux avant votre ami. Vous savez où aller parce que vous arrivez à lire les panneaux de loin, beaucoup plus loin que lui. En voyant les panneaux, vous pouvez lui dire « Ah, il y a une station-service dans 10 km » parce que vous aurez vu le panneau avant lui. Et alors il pourra vous répondre « Dis donc, t'as vraiment un œil de lynx » ou on dit aussi un œil de faucon. C'est un autre animal. Ou tu as une très bonne vue, tout simplement. Ça, c'est pour la traduction, le sens premier. Et pour le deuxième sens, dans le fait de voir clair dans le comportement des gens, eh bien vous êtes à une soirée et vous voyez votre ami qui envoie des signaux, qui est attiré par une de vos amies, une autre personne. Et vous allez voir son jeu, vous allez voir ce qui se passe entre les deux, et vous pouvez aller voir votre pote et lui dire « Bah alors, pourquoi tu fais pas le premier pas? Pourquoi tu vas pas lui parler si t'es attiré par elle ?» Et il va vous répondre « Mais comment tu sais? J'ai rien dit à personne. » Et là vous répondrez « J'ai un œil de lynx. » Ça veut dire « Je vois à travers toi, j'ai vu ce que tu pensais. » Alors cette expression, elle vient d'où? Pourquoi on dit avoir un œil de lynx? En fait, c'est intéressant parce que ça vient pas du mot lynx à la base. L'origine de l'expression, c'est de la mythologie grecque. Ça vient du nom Lyncée, qui s'écrit L-Y-C,
L-Y-N-C-E-E. Et cette personne, ce personnage de la mythologie grecque, il pouvait voir à travers les nuages. Donc il arrivait à voir très loin et au travers des choses. Et là, vous comprenez l'origine de l'expression. Ce personnage qui pouvait voir au travers, eh bien, ça s'est transformé en avoir un œil de lynx et donc voir les gens, voir leur comportement, voir à travers eux. En anglais, on dit avoir des yeux d'aigle, to have eagle eyes. C'est un peu la même chose. Demain, on s'occupe de quoi ? Demain, on va faire une chanson française, une chanson de Johnny Hallyday. C'est un chanteur français très connu qui est mort il y a quelques années. Et la chanson s'appelle L'Envie. Donc, si justement vous avez envie d'écouter, vous serez le bienvenu demain dans mon podcast. Et d'ici là, je vous souhaite de tous vous porter bien. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.